Éric Keslassi, bonjour. Bonjour. On a le plaisir aujourd'hui de vous recevoir à la Fondation Jean Jaurès pour la présentation de votre livre, donc, qui est sorti en 2016 chez Bréal, de la discrimination positive. Éric Keslassi, vous êtes sociologue enseignant à Sciences Po. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages, notamment Leçons d'introduction à la sociologie et démocratie et égalité. Donc j'ai dit que ce livre était sorti donc en 2016 de la discrimination positive. En fait, c'est pas tellement vrai. En fait, c'est une réédition d'un livre que vous aviez sorti en 2005 déjà chez Bréal, donc qui s'appelait De la discrimination positive, que vous avez du coup décidé de republier avec votre éditeur, donc 12 ans après, avec une préface donc inédite. Afin que vous recontextualisez la sortie et la réédition de cet ouvrage. Ouvrage que vous complétez par deux autres textes, dont l'un sorti à la Fondation Jean Jaurès avec Najat Vallaud-Belkacem, qui s'appelait Égalité des opportunités et pluralité visible, qui était sorti en 2009, ainsi que La République à l'épreuve du communautarisme, qui était sorti en 2011 et qui avait été publié par l'Institut Diderot. Première question, c'est pourquoi en fait republier et rééditer donc cet ouvrage 12 ans après? Est-ce que c'est un peu comme le livre de Georges Bensoussan, les territoires perdus de la République, qui a été également republié au moment des attentats? Est-ce que vous étiez 12 ans auparavant en fait un incompris à qui les faits ont donné raison? Oui, je le crois. C'est un peu prétentieux de le dire, mais la dernière page de mon livre en 2005, que je n'ai pas repris ici, s'intitulait « Éviter l'explosion sociale ». Et je mettais en garde la société française contre le fait que les fractures, les inégalités ne pouvaient donner lieu qu'à des explosions internes. Et malheureusement, je crois que les attentats sont une traduction de ces fractures, de la segmentation très, très forte qui existe sur le plan social, économique ou même ethnique en France. Alors, peut-être revenons sur la notion de discrimination positive. Vous dites dans votre ouvrage que par le passé, cette notion-là a été assez présente dans le débat public, était débattue auprès de différents responsables politiques, de gauche comme de droite. Vous nous en direz un peu plus tout à l'heure. Vous dites aujourd'hui, finalement, et c'est aussi l'objet de la réalisation de cet ouvrage, c'est, vous dites, ce sujet est tombé aux oubliettes. On ne parle plus de discrimination positive et en sus de cela, le terme discrimination positive est un terme qui suscite beaucoup finalement de débats, qui peut faire peur. On peut notamment penser à la notion d'affirmative action, donc qui a été un processus lancé aux États-Unis dans les années 60. Et donc, quand on parle de discrimination positive, de fait, on a tout de suite en tête la possibilité de mettre à mal finalement le pacte républicain et la communauté nationale. Oui, donc alors en fait c'est que le terme dans le débat français est mal né, puisque c'est Nicolas Sarkozy qui l'a utilisé dans une stratégie de triangulation en mettant en avant l'idée de nommer un préfet musulman. Et donc il y avait évidemment les défenseurs de la laïcité, les défenseurs de la République, dont je fais partie, qui se sont élevés pour dire que la discrimination positive ne devait pas s'appuyer sur des critères ethniques comme aux États-Unis, parce que derrière il y avait l'idée de repentance. Et qu'en France, on essaye de garder une logique de l'histoire, disons, plus nationale, et non pas avec des regrets permanents. Donc, il m'a fallu, dans cet ouvrage, il y a une douzaine d'années, expliquer que, dans mon idée, la discrimination positive ne devait s'appuyer que sur des critères socio-économiques et non pas des critères ethniques. Je dois avouer que je n'ai pas été suffisamment compris. C'est la raison pour laquelle j'ai changé de terme avec Najat Vallaud-Belkacem, et donc on a utilisé le terme égalité des opportunités. Donc l'idée est simple de la discrimination positive, c'est mettre en place des inégalités pour compenser celles qui existent au départ et finalement donner de la crédibilité au principe d'égalité. C'est mettre à mal l'égalité finalement pour atteindre l'objectif d'égalité. Oui, c'est mettre à mal l'égalité formelle pour
essayer d'aboutir à l'égalité réelle. C'est essayer de concrétiser cette belle valeur centrale dans notre triptyque républicain qu'est l'égalité. Mais finalement, bon, vous republiez cet ouvrage donc en 2016, donc 12 ans après la première parution. En 12 ans, j'ai quand même l'impression que beaucoup a été fait finalement, et en tout cas quand on lit votre ouvrage, est-ce que finalement on ne se dit pas, mais si on parle moins aujourd'hui de discrimination positive, c'est peut-être que finalement on a déjà beaucoup fait et qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin. À titre d'exemple, parler de tout ce qui a été fait en termes de politique urbaine et politique de la ville, entre les US et les ZEP par exemple. Vous parlez aussi de la modulation des allocations familiales par exemple. Vous parlez également de ce que fait le CSA lorsqu'il alerte sur l'absence ou l'insuffisance de diversité dans les chaînes de télévision publique. Finalement, est-ce qu'on ne serait pas déjà dans une discrimination positive qui ne dit pas son nom, comme vous le dites dans votre ouvrage? Alors, d'abord, premièrement, je suis persuadé que ce n'est pas parce qu'on en fait déjà suffisamment qu'on n'en parle plus. Je suis persuadé qu'on n'en parle plus parce que le climat a changé, qu'on est aujourd'hui dans une société où on se méfie de l'idée de discrimination positive, de l'idée même d'égalité des opportunités. Les attentats sont passés par là et donc ça n'est plus un thème à la mode. Finalement, le débat se focalise sur l'identité et non plus sur la volonté de favoriser l'égalité des chances. Bon, premier élément. Deuxième élément, vous avez raison, il y a certaines avancées, mais ça n'est pas suffisant. Je vais prendre un seul exemple, l'enseignement supérieur. Il y a Sciences Po qui a mis en place... Vous en parlez beaucoup. Sciences Po, vous dites que c'est l'exemple parfait de réussite d'une politique en faveur de la discrimination positive. Absolument. Mais quelle grande école a suivi Sciences Po? Aucune. Donc nous n'avons que Sciences Po qui a mis en place un véritable programme volontariste avec succès, et toutes les autres grandes écoles restent protégées par un concours qui, je le dis, effectue finalement un tri social. Et donc on ne peut pas avoir une élite qui soit diversifiée tant qu'on a ces principes de concours qui sont d'un autre temps. J'ajoute que ce à quoi vous avez fait allusion, comme par exemple la modulation des allocations familiales, c'est une mesure qui est très très récente, puisque c'est le gouvernement Ayrault qui a mis ça en place. Et enfin, dernière chose, malheureusement, le gouvernement socialiste actuel est en train de repenser la carte des zones d'éducation prioritaire, et ça a tendance à réduire le nombre d'écoles qui sont concernées. Et je pense que ce n'est pas un pas dans la bonne direction. Bon, en tout cas, pour tous ceux qui voudront en savoir plus sur cette question et qui estiment que cette question n'est pas assez abordée pendant la campagne présidentielle qui a déjà commencé et celle qui va continuer, on vous invite à découvrir cet ouvrage publié chez Bréal de la discrimination positive, donc de Eric Keslassi, voilà, qui est un ouvrage intéressant pour les débats qui vont venir illustrer notre campagne présidentielle à venir. Merci beaucoup Eric Keslassi. Merci beaucoup. Merci.